J'ai eu envie de faire cette vidéo pour proposer un peu une autre façon d'apprendre les arcanes majeures du tarot pour celles et ceux qui connaîtraient déjà l'énéagramme, ou l'inverse, pour celles et ceux qui connaîtraient déjà les arcanes majeures du tarot, de s'initier un petit peu à l'énéagramme. Les deux étant des façons d'appréhender l'âme humaine, la psychologie humaine, qui ont chacune leurs forces, leurs avantages, et donc je trouvais ça intéressant de faire un pont entre les deux, juste pour s'amuser sans que ce soit vraiment hyper rigoureux ou symétrique, ou sans que ce soit une thèse de doctorat, mais juste pour voir ce que ça peut donner si on mélange un peu ces deux approches. De toute façon, je vais expliquer un peu ce qu'est l'énéagramme, et au fur et à mesure que je vais explorer les 9 types de personnalités, je vais essayer de voir quels sont les arcanes majeures qui peuvent correspondre à ces types de personnalités. Et donc n'importe qui connaît un petit peu l'un, un petit peu l'autre, ou aucun des deux, devrait pouvoir s'y retrouver. D'abord, qu'est-ce que l'énéagramme? L'énéagramme, c'est un modèle psychologique qui distingue 9 types de personnalités à partir d'un symbole. Donc le symbole ressemble à ça, c'est un cercle, avec donc 9 points qui sont situés à égale distance les uns des autres, et avec également des liens entre ces différents types de personnalités. Bon, c'est pas un outil qui est utilisé beaucoup, de ce que j'ai compris, en psychiatrie ou en recherche plus scientifique ou sérieuse entre guillemets sur la psychologie. C'est assez ancien en fait comme méthode de compréhension des différents types de personnes qui peuvent exister. C'est plus traditionnel, voire même un peu ésotérique. Du coup, il faut pas prendre ça pour quelque chose qui aurait réponse à tout, et surtout pas comme une manière de mettre les gens dans des cases et de dire bah voilà, toi t'es un type 2, donc forcément tu vas agir de cette façon. Il y en a qui pensent qu'on a un type qu'on garde toute notre vie, donc ça va du type 1 au type 9, et que c'est ça vraiment notre principale manière d'être au monde, d'agir, de comprendre, de réfléchir. Moi, je le vois plus comme un spectre, et je le vois plus aussi comme une façon de dire, c'est comme s'il y avait un peu 9 grandes approches, 9 grandes façons d'exister dans la vie. Et évidemment, on peut les avoir tour à tour à différentes périodes de notre vie. C'est possible qu'il y ait une de ces façons-là qui soit plus prédominante dans notre caractère tout au long de notre vie. Peut-être que c'est possible aussi de changer du tout au tout, et d'avoir des circonstances de la vie qui font qu'on commence en étant un type 3 et qu'on finit en étant un type 5. Pourquoi pas. Et en tout cas, moi je trouve ça utile dans la mesure où, dans mon cas personnel, ça m'a permis de mieux comprendre certaines réactions de gens que je connais, ou même de gens que je connais pas, et d'être moins décontenancée en fait devant certaines réactions qui moi me semblaient par exemple irrationnelles ou exagérées, et le fait d'avoir accès à ce modèle-là, je vais pas me dire nécessairement ah telle personne clairement agit comme ça parce que c'est une type 2, mais par contre je vais me dire ah je comprends qu'il y a certaines personnes pour qui certaines choses vont être plus importantes que pour moi, n'ont pas les mêmes priorités. Bon, c'est des choses que je savais déjà avant, bien sûr, mais de me mettre dans la tête que peut-être il y avait de cette façon-là des grands types de personnalités. Moi, ça m'a aidé en tout cas à relativiser, peut-être à prendre des choses moins personnelles aussi, en me disant oh, c'est juste la façon d'agir de cette personne, et c'est pas contre moi, c'est juste cette personne est comme ça. Donc pour cette raison, l'énéagramme, je le trouve assez utile. Donc dans ce symbole, on a les 9 points qui représentent les 9 types de personnalités. Et on va distinguer 3 centres entre ces 9 différents types de personnalités. Ici, on va avoir les 3 profils qui correspondent au centre instinctif. Donc ce qu'on entend par instinctif, en fait, c'est l'action. Ça va être des types de personnalités qui vont être plus orientés vers agir. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me comporter pour avancer dans une situation, par exemple. Ensuite, les 3 types qui sont ici vont correspondre au centre émotionnel. Donc ça va être des gens qui vont être plus portés vers les relations, vers leurs émotions, vers prendre soin des autres, expérimenter vraiment par le biais de l'émotion. Et puis finalement, les 3 types qui sont ici, ça va être dans le centre mental. Ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est des gens qui vont plutôt avoir tendance à planifier, trouver des solutions, essayer de réfléchir à comment se comporter justement, alors que le centre instinctif, ça va être plutôt se comporter. Le centre mental, ça va être plus ok, comment je peux m'y prendre pour. Alors évidemment, on comprend que ça se passe avant tout dans la tête.
Et ensuite, finalement, je ne sais pas si je vais rentrer dans les flèches qui sont ici, ça va être un peu long et peut-être un peu trop détaillé pour cette vidéo, mais je vais quand même parler d'un autre élément, qui est que dans chacun de ces 3 grands centres, donc instinctif, émotionnel, mental, il y a 3 types à chaque fois, et à chaque fois il va y en avoir un qui est tourné vers l'extérieur, un qui est tourné vers l'intérieur, et un qui est entre les deux. Alors ça, ce que ça veut dire, si je prends l'exemple par exemple du centre émotionnel, le type 2 va être tourné vers l'extérieur. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est une personne qui va avoir tendance à prendre soin des autres, à accorder une énorme importance à ses relations. Le type 4, lui, va être plus porté à l'introspection, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le centre émotionnel, mais le type 4 va plus s'intéresser à comment il ou elle se sent à l'intérieur d'elle-même ou à l'intérieur de lui-même. Et le type 3, qui est entre les deux, est entre les deux justement. Ça veut dire qu'à la fois il est travaillé par des émotions intérieures desquelles il a quand même conscience, mais il est aussi tourné vers l'extérieur. Il a tendance à entreprendre des choses, à avoir des projets et à être dans l'efficacité. Alors ça veut pas dire que c'est mieux d'être entre les deux, c'est pas parce qu'on est entre les deux qu'on maîtrise parfaitement et l'intérieur et l'extérieur, et ça peut même au contraire causer des problèmes parce que souvent les centres qui sont entre les deux, donc entre l'intérieur et l'extérieur, peuvent avoir tendance à l'inaction, à la paralysie à cause de ça. Donc, et d'ailleurs c'est valable pour tous les types, il n'y a pas un des 9 types qui est meilleur que les autres ou qui est plus fonctionnel, c'est pas du tout, c'est juste vraiment 9 façons d'être au monde, 9 façons de se comporter ou de réfléchir. Chacun des types a le potentiel d'être des personnes extraordinaires, des personnes qui font avancer la société, qui sont appréciées de leur pairs. Et chaque type a aussi le potentiel d'être des gens extrêmement destructeurs, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Donc voilà, pas de hiérarchie ici entre les types. Voilà, maintenant que j'ai expliqué en gros ce que c'était que l'énéagramme, c'est très superficiel hein, comme explication, on est bien d'accord, il y a tout un tas de ressources qui existent là-dessus, tout un tas de livres. Donc c'est pas le but ici de rentrer vraiment dans les détails de ce qu'est l'énéagramme. Mais voilà, une fois que ça c'est posé, je vais pouvoir passer en revue chacun des 9 types. Et donc je me suis amusée à me demander quels seraient les arcanes majeurs qui s'identifieraient le plus à ces types de personnalités-là. Sachant que, évidemment, ça va pas être symétrique. Ce que je veux dire par là, c'est que l'énéagramme fonctionne par multiple de 3. Donc il y a 9 types divisés en 3 centres, etc. Alors que le tarot, lui, est beaucoup plus... J'ai pas le bon terme mathématique, mais c'est par tranche de 4, ou de 2, ou paire, ou je sais pas. Mais c'est ça, il y a 4 suites différentes, il y a 22 arcanes majeures, donc on voit qu'il peut pas y avoir de correspondance parfaite entre ces deux systèmes, ils sont juste faits d'une manière complètement différente. Et donc pour chacun des types, il va y en avoir où je vais avoir trouvé qu'une seule carte, et pour d'autres, il y aura 3 cartes. Donc voilà, c'est pas extrêmement rigoureux, c'est juste pour explorer un peu ce qu'on peut faire avec ces deux modèles. Alors, voilà comment ça se présente. J'ai donc reproduit le cercle de l'énéagramme, donc qui commence ici avec le type 1, 2, 3, etc. jusqu'au 9 qui est en haut. Et les 3 cartes que j'ai placées au centre, je vais commencer avec celle-là, parce que je ne les ai reliées à aucun type de personnalité, pour la bonne raison que pour moi, ces cartes, elles sont un peu hors catégorie. Pourquoi ? Parce qu'on a la carte 0 ici, donc elle n'a pas de numéro. On dit qu'il y a 22 arcanes dans le tarot, mais vous voyez que la carte la plus élevée des arcanes majeures, le monde ici, a le numéro 21. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a le numéro 0 qui est tout au début. Et ces deux cartes-là, en fait, les deux extrémités, représentent un peu des différents degrés d'aboutissement, d'accomplissement qui sont parfaits à la fois dans leur néant et dans leur totalité. Alors, ça semble un peu abstrait ce que je viens de dire, mais ce que ça signifie simplement, c'est que le fou, la carte 0 qui est là, c'est tous les possibles. C'est-à-dire que c'est comme un œuf qui n'a pas encore éclos, c'est comme une page blanche, c'est comme... c'est vraiment, il y a rien de fait encore, il n'y a aucun projet, il n'y a aucun... c'est l'ensemble des possibilités. Tout est possible, il n'y a aucun bagage, il n'y a aucun passé à se traîner, et on avance donc vers l'aventure, prêt à se jeter dans le vide, en fait, comme ce personnage qui est représenté sur l'image. Le monde, à l'autre extrémité, la carte 21 ici, c'est la totalité. Tout a été fait,
tout est inclus, ça représente vraiment, avoir intégré toutes les différentes facettes de notre personne, de notre vie. Ça peut symboliser aussi, si le fou symbolise par exemple, la gestation avant la naissance, bah, le monde ça pourrait symboliser la mort. Une fois qu'on est mort et qu'on est au paradis ou qu'on est dans un autre monde où on est, totalement accompli, totalement réalisé. Donc c'est pour ça que j'ai ces 2 cartes-là, pour moi, elles peuvent pas vraiment fonctionner dans aucun des 9 types, parce que les 9 types sont justement des facettes du grand tout, et ça représente justement le grand tout. Donc le monde, c'est tous les 9 types en même temps, et le fou, c'est aucun de ces types-là. Et j'ai mis à part également la roue de la fortune, qui est ici, qui est le numéro 10 dans les arcanes majeures, parce qu'elle se trouve justement à mi-chemin entre le fou et le monde. Alors on dit souvent que dans le tarot, les 22 arcanes majeures, en fait, sont une représentation du voyage de la vie, pour le dire comme ça, qui commencerait avec le fou et qui terminerait avec le monde. Et la roue de fortune se situe à mi-chemin, sur ce voyage-là, sur ce chemin-là. Et donc, elle est assez mystérieuse comme carte, et elle signifie en fait peut-être accepter ce qu'on ne comprend pas, accepter de se soumettre en fait aux caprices du destin. Pas de se soumettre, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de comprendre qu'on ne contrôle pas tout dans la vie, et que parfois on est emporté par des forces qu'on maîtrise pas nécessairement. Je pense à ça maintenant en parlant, et je me dis que finalement la roue de fortune je l'ai mise à part pour cette raison, mais elle aurait pu marcher dans le type 5 aussi. Alors je vais y revenir plus tard. Mais voilà, a priori c'est les 3 cartes que j'aurais eu envie d'enlever en fait des 9 types de personnalités, parce qu'elles me semblent pas... elles me semblent appartenir à aucune catégorie. Donc pour le moment, on va les mettre sur le côté. Alors, le type 1. Le type 1, ça va être une personne extrêmement perfectionniste, rigoureuse, qui a des idéaux élevés, et pour qui c'est excessivement important de bien faire les choses, de faire correctement les choses en obéissant à certaines normes que souvent cette personne a établies pour elle-même. Donc c'est pas forcément suivre les règles extérieures, les règles de la société, mais suivre les règles que cette personne s'est données, en fait, ses propres exigences de qualité. Donc ça m'a semblé assez évident que l'arcane majeur qui était relié à ce type, ce serait la justice. Parce que la carte de la justice, c'est ça, c'est vraiment utiliser son épée ici. Alors l'épée, dans le tarot, il faut savoir que ça représente tout ce qui est du domaine du mental, de l'intellectuel. Pourtant ici, on est ici dans le cercle, donc on est encore dans le centre instinctif, donc le centre de l'action. Mais c'est vraiment que le type 1, quand il va bien, quand il est en santé, quand il est au meilleur de lui-même, va utiliser justement sa rationalité pour ne pas tomber dans des excès, dans des obsessions en fait de perfection, mais au contraire utiliser vraiment, faire la part des choses, utiliser son mental pour être capable d'exercer la justice d'une façon qui est équitable aussi. Donc la justice, c'est vraiment ça, c'est un idéal très élevé, une certaine sévérité peut-être, mais justement dans le meilleur des cas, cette sévérité prendrait compte aussi du monde réaliste dans lequel on vit, du monde des sentiments des gens, etc. Et dans ses mauvais côtés, malheureusement, la justice va être complètement implacable et seulement se fier à ses propres règles sans égard en fait pour la vraie vie finalement. Et ça, on a des exemples de ça dans nos sociétés occidentales, par rapport notamment à ce qui se passe dans le domaine de la justice par rapport aux victimes d'agressions à caractère sexuel ou de violences sexuelles. Souvent, j'entends comme commentaire de la part de féministes, à chaque fois, par exemple, qu'un agresseur est relâché, et à chaque fois qu'on dit tel cas, finalement, il n'y avait pas assez de preuves, donc on va rien faire avec ça. Souvent, j'entends des gens, surtout des féministes, qui vont dire la justice n'a pas fait son travail. Et je suis pas tout à fait d'accord, parce que, en fait, oui, la justice a fait son travail, parce que la justice, c'est à un certain moment, on s'est concerté pour mettre en place des règles pour bien vivre dans notre société, des règles pour que ce soit juste, et on va faire un code de loi, on va faire des lois, on va les appliquer, et c'est comme ça qu'on va régler nos problèmes. Donc quelque part, dans ces cas-là, la justice a bien fonctionné, parce qu'il y a des règles qui ont été établies, et on les a respectées à la lettre. Et donc voilà. Par contre, est-ce que ça veut dire que c'est juste pour autant ? Bah non, parce que du coup, ce système n'est pas fait pour les victimes. Ce système a été fait il y a longtemps par des hommes blancs, hétérosexuels, etc.
Et donc forcément, même si sûrement certains d'entre eux ont fait de leur mieux pour que ce système soit juste, bah, ils avaient des points aveugles. Et donc oui, la justice a fait son travail, mais ce n'est pas juste pour autant. Et ça peut être un des défauts du type 1, justement, d'appliquer un peu bêtement les règles, mais sans voir la situation dans son ensemble et sans avoir la flexibilité nécessaire pour adapter ses comportements aussi. Donc rigidité, c'est le danger de la justice, c'est le danger du type 1 aussi. J'ai aussi choisi la carte du jugement pour le type 1, parce que, encore là, dans le meilleur des cas, les types 1 vont être des gens qui vont permettre de faire voir la vérité, en fait. C'est que leurs idéaux sont tellement élevés et purs, quelque part, qu'on les appelle les réformateurs. Parfois, c'est des gens qui vont réformer le système, donc par exemple le système de justice dont je parlais, pour le rendre plus juste, pour le rendre plus fonctionnel. Et la carte du jugement, en fait, c'est la carte de la vocation. C'est la carte de... on le voit sur l'image, hein, il y a cette espèce d'ange du jugement dernier qui, avec sa trompette, fait se lever les gens qui entendent cet appel. Et ça symbolise vraiment une espèce de renaissance à quelque chose de plus vrai, à quelque chose de plus authentique, à quelque chose qui est notre vocation. Donc il y a vraiment l'idée d'entendre un appel qui vient de plus haut que nous. Pour des gens religieux ou spirituels, ça peut venir du ciel, comme ici, mais ça peut être aussi justement un idéal de justice, un idéal d'équité pour le genre humain. Ça peut être ça le jugement aussi. Et évidemment, dans son sens le plus littéral, le jugement c'est juger, et ça malheureusement c'est quelque chose que les types 1, quand ils sont un peu moins en santé, peuvent avoir tendance à faire, c'est-à-dire juger extrêmement sévèrement les autres, et encore plus sans doute eux-mêmes, avec tous les problèmes que ça peut entraîner évidemment. Juste à côté ici nous avons le type 2, et il faut savoir que dans l'énéagramme, chaque type, je vais remettre la carte en place, chaque type est entouré par 2 autres types. Donc ici, le type 1 est entouré par le type 9 et par le type 2, et ça a une influence. Ça veut dire que chaque type est quand même un petit peu influencé par les types qui se trouvent à côté de lui. Donc le type 2 ici. La carte que j'ai trouvée qui représentait le mieux ce type-là pour moi, c'était l'impératrice, parce que le type 2, ça va être quelqu'un donc qui est beaucoup dans l'émotionnel, évidemment, puisqu'on est dans le centre de l'émotion, et qui va donc accorder beaucoup d'importance aux émotions, aux relations, et à prendre soin. Et l'impératrice, c'est exactement ça. On dit souvent que c'est un archétype de la mère, la bonne mère qu'on pourrait s'imaginer, donc qui prend soin de ses enfants avec amour, qui prend soin des autres, qui aime donner, qui est généreuse, on voit que la terre est extrêmement fertile. Autour de cette femme ici, il y a des champs de blé nourriciers, une forêt, un petit cours d'eau sur le côté ici. Et les types 2, encore là, au meilleur de leur forme, c'est ça, c'est la générosité, c'est donner, c'est s'occuper des autres, s'assurer que tout le monde va bien. Évidemment, il y a un côté plus négatif à ce type de personnalité-là aussi, quand ils vont moins bien, quand ils sont moins fonctionnels. C'est qu'ils ont tendance à tellement donner, que parfois déjà, ils vont donner à des personnes qui vont en abuser, malheureusement. Souvent, les victimes de violences conjugales, par exemple, sont des types 2. Parce qu'elles ont tellement voulu donner, elles ont tellement voulu aider, qu'évidemment, elles ont trouvé quelqu'un qui s'est jeté là-dessus et qui en a abusé et qui a pris tout ce qu'il pouvait prendre. Donc souvent, les types 2, quand elles vont se retrouver dans des situations comme ça, vont nourrir beaucoup de ressentiment à l'égard de la personne pour laquelle elles se sont tellement dévouées. Et souvent, une plainte qu'on va entendre dans la bouche des types 2, c'est « Oh, après tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me traiter de cette façon ?» Donc voilà, ça peut être le danger pour les types 2. Le danger pour ces gens-là aussi, ça va être un certain orgueil, parce qu'elles vont penser qu'elles ont le pouvoir de résoudre les problèmes des autres, de les sauver. Donc ça peut être des gens qui se posent en sauveur ou en sauveuse. Et or, tout sauveur, toute sauveuse a besoin d'une victime, et a besoin que la victime reste victime pour pouvoir continuer de la sauver. Donc on voit bien quel genre de relation très malsaine ça peut créer. Voilà pour les côtés un peu plus dark du type 2, qui je trouve est bien présenté par l'impératrice dans ce que ce type a de mieux et de plus vertueux. Ensuite, ici, toujours dans le centre émotionnel, nous avons le type 3. Et pour le type 3, j'ai sorti ces 3 arcanes ici. Je vais commencer avec le magicien. Le type 3, en fait, on les appelle souvent les entrepreneurs, les entrepreneuses. Donc c'est des gens qui vont avoir des projets, souvent, qui vont avoir
des entreprises, comme leur nom l'indique, ça peut être littéralement une entreprise, mais juste aussi le fait d'entreprendre quelque chose, de se lancer dans quelque chose. Et c'est des gens pour qui l'efficacité est extrêmement importante. Ils vont vouloir que ça avance, ils vont vouloir... C'est pas des gens qui vont se perdre dans un milliard de détails et chercher la petite bête et chercher le petit truc. Non, les types 3, ils vont vraiment... ils vont foncer, ils vont réaliser leurs rêves, ils vont... voilà. Donc le magicien, justement, c'est ça. Le magicien, sa force, c'est qu'il est capable d'aller chercher une espèce d'énergie spirituelle qui vient d'en haut. Alors là encore, je précise, quand je dis ça vient d'en haut, ça veut pas forcément dire le ciel, Dieu, etc. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être aller chercher un idéal ou une idée ou quelque chose qu'on voudrait réaliser, aller chercher ça et être capable de prendre cette énergie et d'aller la mettre vers le sol, donc dans le vrai monde concret, matériel. Et c'est ça pourquoi on dit le magicien, c'est parce qu'il y a quelque chose d'un peu magique dans le fait d'être capable d'aller chercher quelque chose comme ça dans le monde des idées et de le matérialiser dans le monde concret. J'ai choisi aussi le chariot, qui, pour des raisons évidentes, parce que j'ai dit que les types 3 étaient donc défenseurs. Et donc le chariot, c'est ça, c'est l'ambition, c'est le fait de vouloir avancer coûte que coûte. Et c'est une carte d'assez bon augure quand elle sort par rapport à un projet qu'on est en train d'exécuter, ou tout simplement une période de vie où on est en train de vraiment renouer avec son énergie, son ambition, son envie de réaliser des choses. Le côté le plus négatif du chariot, par contre, c'est qu'il peut avoir tendance à écraser tout ce qui se trouve sur son chemin. Alors les 3 peuvent avoir du mal à composer avec le fait d'être retardés dans ce qu'ils font. Donc s'il y a quelqu'un qui se met sur leur chemin, s'il y a quelqu'un d'un peu minutieux qui va aller trop dans les détails, et ça va les énerver s'ils travaillent en groupe. Et j'ai mis la force aussi, là encore parce que il faut une certaine force évidemment pour mener à bien tous ces projets. Et aussi pour le côté, il y a beaucoup d'équilibre dans cette carte. On voit une femme qui essaie, enfin pas qui essaie, qui le fait, qui ouvre la gueule d'un lion de manière à ce que ce lion puisse s'exprimer, peut-être. Il n'y a pas de violence là-dedans, c'est-à-dire que la femme n'a pas dressé agressivement ce lion, elle est plutôt là pour communiquer, aider cet animal-là finalement. Et comme le 3 est entre l'intérieur et l'extérieur, alors c'est ça, j'ai pas précisé, mais l'impératrice, donc étant dans le centre émotionnel extérieur, ça veut dire qu'elle s'intéresse beaucoup aux relations autour d'elle, parfois au détriment de ses propres besoins. Le type 3, par contre, va être entre les deux, c'est-à-dire aussi bien vers l'intérieur que vers l'extérieur, et je trouve que cette carte symbolise bien ça, parce que c'est vraiment d'aller chercher peut-être ce qui est à l'intérieur de cet animal-là, et de le faire sortir à l'extérieur à l'aide d'un médiateur. Donc le type 3, c'est vraiment ça, c'est être entre les deux mondes, intérieur et extérieur. Après, des types 3 qui vont moins bien, et ça se voit pas tellement dans les cartes ici, ça aurait tendance à mentir un peu. Mentir parce que être vu en situation d'échec pour un type 3, c'est quelque chose de très inconfortable, de très anxiogène. Et donc souvent les types 3 vont avoir tendance à mentir un peu pour dire non, c'est bon, ça va. Ou à l'inverse, ils vont avoir tendance à se vanter beaucoup de leur réussite parce que c'est tellement important pour eux qu'ils vont parfois en rajouter un peu. Donc exemple, dans un travail d'équipe, le type 3 malheureusement peut avoir tendance, si ça va pas très bien pour lui, à s'accorder un peu tout le crédit de ce qui a été fait. Alors que s'il y a un échec, par contre, ça va pas être de sa faute, ça va être de la faute de ses coéquipiers. Donc voilà, pour les moins bons côtés du type 3. Ensuite, le type 4 qui est ici, la première carte qui m'est venue en tête, c'était celle de la lune. Le type 4, en fait, c'est quelqu'un qui est marginal, excentrique, qui ne supporte pas en fait la banalité de faire la même chose que tout le monde, de ressembler aux autres. Et j'ai choisi la carte de la lune parce qu'elle me semble représenter quelque chose de très insaisissable, un peu comme un type 4, justement. La lune, en fait, ça symbolise le monde inconscient, le monde des rêves, des cauchemars aussi. Et il y a quelque chose d'un peu onirique, d'un peu spécial et unique, en fait. C'est comme si c'était un monde auquel on n'avait pas facilement accès, qui était très riche, mais qui pouvait faire peur aussi.
Et les types 4, c'est souvent ça, c'est des gens qui sont vraiment à part, qui vont souvent se démarquer par leurs vêtements. C'est un exemple d'une façon qu'ils peuvent choisir pour s'exprimer. D'avoir des vêtements un peu excentriques, différents de ce que la plupart des gens portent, mais qui leur va extrêmement bien, parce que les 4 ont un grand sens de l'esthétique. Et la lune, pour moi, c'est une carte qui est reliée à l'art, justement à la création, parce que, évidemment, c'est toujours intéressant dans la création d'aller fouiller au plus profond de son être, parfois dans des choses qui font un peu peur. Donc voilà, c'est pour ça que la lune me semblait assez appropriée pour parler des types 4. Sinon, j'ai choisi aussi la carte de la mort, un peu en blague, parce que les types 4, souvent, sont des gens qui peuvent être mélancoliques, et qui peuvent trouver une certaine beauté aussi dans la tristesse, dans la mélancolie, et en faire une partie de leur identité. Et donc, dans la caricature du 4, c'est un peu des gens qui vont vous dire « Oh mon Dieu, je souffre, je souffre », et si on essaie de les aider ou de les comprendre, ils vont dire Non, non, mais tu peux pas comprendre, moi c'est pas pareil, moi je suis unique, etc., etc. » Et donc, ça pourrait faire penser un peu à un ado un peu emo qui s'intéresse à la mort, qui va traîner dans des cimetières, qui va un peu gothique. Voilà, je me moque gentiment parce que je suis un peu comme ça, clairement. Et c'est pour ça que la carte de la mort, a priori, dans sa signification réelle, je me disais que ça n'avait pas tellement rapport avec les 4, mais en fait, oui. Je pense que oui, parce que la mort ne signifie pas, en tout cas pas souvent, littéralement la mort quand elle apparaît dans un tirage. C'est une carte qui peut faire peur pour cette raison-là, évidemment, mais ça veut pas souvent dire la mort. En général, ça veut plus dire le changement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit mourir, quelque chose qu'on doit laisser derrière pour pouvoir faire place à du nouveau. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça avec les types 4, parce que justement, ils sortent tellement des conventions et du cadre que ils apportent quelque chose de nouveau aussi. Ils se débarrassent d'un certain bagage culturel ou social pour apporter quelque chose de complètement révolutionnaire, de complètement nouveau. Par contre, ils peuvent avoir tendance à être un peu égocentriques, un peu drama queen, en bon français. Ça peut être les côtés plus négatifs de cette personnalité. Et malheureusement, c'est des gens qui peuvent se retrouver tellement mésadaptés qu'ils ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin, peut-être parce qu'ils ne sont pas capables de la recevoir. Et voilà, ça peut aller dans des ambiances assez noires, assez mortifères. Alors voilà, pour le type 4, nous étions toujours dans le centre émotionnel, et là, on va passer dans le centre mental. Voilà, dans cette zone ici, ça va être les trois types du centre mental. Ici, nous avons le type 5, alors qui est le mien, apparemment. Encore là, je répète que j'ai pas d'opinion définie sur à quel point on est le même type toute sa vie, et si on peut en changer, etc. Mais moi, c'est vrai que je me reconnais pas mal dans ce type-là. Alors les types 5, ça va être les gens qui vont vouloir tout comprendre, tout expliquer, tout apprendre. Souvent, ça va être des spécialistes dans leur domaine, c'est-à-dire que quand ils s'intéressent à quelque chose, ils vont vraiment aller creuser, ils vont aller jusqu'au bout, et ils vont vouloir tout connaître de ce sujet-là. Et c'est des gens qui peuvent avoir tendance à être un peu, et même beaucoup, dans leur tête, et donc un peu déconnectés du monde matériel, du monde concret. Donc la carte de comment on dit en français, la papesse ou la grande prêtresse, on peut dire les deux. C'est un peu ça. On voit une femme qui est en train d'étudier la Torah, ici, sur ce parchemin. Et aussi, c'est un peu comme la lune qui était à côté, c'est une carte un peu mystérieuse, parce qu'on sent que derrière son voile, ici, le voile qui est en arrière d'elle, on voit qu'il y a de l'eau, comme s'il y avait un monde de secrets qu'il y avait à découvrir, mais qu'elle les gardait pour elle, et qu'il fallait une certaine initiation, où il fallait être capable de lui montrer qu'on était prêt à recevoir ces secrets-là, pour y avoir accès. Et ça, c'est exactement les types 5. C'est que leur défaut à ces gens-là, souvent, c'est qu'ils vont avoir tendance à être un peu avares de leur personne. On parle pas avare en termes d'argent, mais avares dans le sens qu'ils vont peu s'exprimer souvent, ils vont peu partager leurs connaissances, ils vont avoir tendance vraiment à rester un peu dans leur monde quasiment élitiste, hein, en fait. Et à pas vouloir trop verbaliser ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent, parce que ça va être trop compliqué. Parce que s'ils commencent à parler, ils savent qu'ils vont rentrer dans tous les détails, qu'ils vont être obligés d'y aller précisément.
avec minutie, et que parfois ils savent que c'est pas un comportement qui est toujours bien reçu, donc ils vont préférer s'en abstenir. C'est quelque chose que les 5 vont avoir tendance à faire. Et leur qualité, par contre, c'est que c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses, qui ont beaucoup de choses à donner, en fait, beaucoup de choses à apprendre à ceux qui ont la patience et le temps de les écouter. L'ermite aussi. L'ermite peut facilement correspondre à ce type-là, pour des raisons évidentes. Il est en train d'éclairer avec sa lanterne, comme s'il était à la recherche d'un savoir, comme s'il était en quête de quelque chose qui allait lui permettre de mieux comprendre certaines choses, mais en même temps, c'est un ermite, il est tout seul. Il est sur une montagne enneigée et il n'y a personne autour de lui pour partager ou pour... Et c'est une bonne chose parfois évidemment de s'isoler. On a tous des moments dans la vie où ça fait du bien d'être seul, d'avoir du temps pour de l'introspection par exemple, pour prendre le temps d'intégrer tous les savoirs qu'on a pu accumuler. Donc c'est pas une mauvaise carte du tout l'ermite, mais c'est sûr que ça peut être un des travers du 5 d'être extrêmement seul, d'être extrêmement dans son monde. Et c'est pas pour rien qu'il est à côté du type 4 ici, donc les personnes marginales, excentriques, parce que poussé à son extrême, le 5 peut aussi être également très seul et très marginalisé. Et ce qui est particulièrement anxiogène pour les gens du type 5, c'est de ne pas comprendre, de ne pas avoir d'explication, et de sentir que ça leur échappe, en fait. Et du coup, ce qui est particulièrement difficile, c'est de sentir qu'ils sont impuissants, qu'ils n'ont pas que c'est impossible de comprendre, en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de la roue de fortune, pendant que je parlais, je me suis dit, en fait, ce serait une bonne carte pour les 5 aussi, parce que s'ils veulent s'améliorer, s'ils veulent grandir, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment intérêt à cultiver, cette faculté un peu de se laisser aller, de laisser tourner la roue de la fortune, de laisser tourner la roue du destin, sans chercher absolument à en pénétrer tous les mystères. Donc voilà, une carte qui pourrait être d'une grande utilité au type 5, n'est-ce pas ? Ensuite, à côté, ici, on va cette fois dans le... Oh non, pardon, on était déjà dans le centre mental. Et le type 6 qui est là. Et c'est drôle d'ailleurs, la carte que j'ai choisie pour le type 6, c'est aussi la numéro 6 dans les arcades majeures. Et ça va être les amoureux. Le type 6, on l'appelle souvent le loyal, on lui accorde la qualité de la loyauté, parce que c'est des gens pour qui le groupe va être extrêmement important. Alors quand je dis le groupe, c'est pas forcément des gens qui veulent absolument se mouler parfaitement aux attentes de la société ou à de ce qu'on exige d'eux au travail. Ça peut être aussi la loyauté par rapport à une idée, par rapport à une communauté qui peut être formée juste de 2 personnes, juste du couple par exemple. Et en fait, il y a un peu 2 grandes catégories dans le type 6. Il y a celles et ceux, comme je disais, qui vont vouloir se mouler totalement sur ce qu'on attend d'eux. Et à ce moment-là, ça va faire des gens très très indécis, très anxieux, un peu le type de personne où quand on va lui dire qu'est-ce que tu veux manger ce soir, j'ai envie d'aller au restaurant, ils vont te répondre oh comme tu veux. Et là t'auras beau les interroger, dire non non mais qu'est-ce qui te ferait plaisir, ces gens-là vont dire non non mais comme tu veux, moi je veux juste être avec toi, voilà, comme s'ils avaient vraiment beaucoup de mal à savoir ce qu'ils veulent, à savoir leurs désirs, vers quoi ils ont envie d'aller. Voilà, ça c'est les types 6 qui... un peu leur mauvais côté. Leur bon côté étant évidemment que c'est des gens extrêmement fidèles, un peu défenseurs de la veuve et l'orphelin aussi. Et ça va m'amener à la deuxième catégorie des types 6. J'ai dit que la première catégorie, ils allaient essayer de se mouler à tout prix sur les attentes des autres. Et l'autre catégorie, au contraire, ça va plutôt être des rebelles, parce qu'ils vont voir tout ce qui va pas dans une organisation sociale, ils vont voir la moindre petite injustice, et ils vont se fâcher. Sauf que, contrairement au type 1, ils vont pas forcément se fâcher en critiquant frontalement, en étant un peu direct, et non, eux, ils vont plus le faire en douce. Donc un exemple, ça pourrait être au travail, il y a une réunion, et là le boss dit quelque chose, le 6 n'apprécie pas du tout, mais au lieu de le dire directement au boss, il va aller parler à ses collègues après la réunion en disant ouais, t'as vu ce que le boss a dit, c'est horrible, c'est pas juste, ni ni ni. Et comme ça, il va commencer à pomper ses collègues pour que ses collègues aillent au front à sa place. Voilà, c'est le genre de choses qu'un 6 un peu sournois pourrait faire. Donc il va toujours voir ce qui va pas, il va toujours râler, il va toujours... mais c'est pas lui qui va aller... il a pas assez confiance en lui ou confiance en elle pour aller directement
essayer de régler les problèmes qui le scandalisent tellement. Donc voilà, pour les 6, ce qui est important, c'est vraiment le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être guidé. Et avec tout ça, j'ai pas du tout parlé de la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est un peu de la même manière que la carte de la mort ne parle pas forcément de la mort, la carte des amoureux ne parle pas forcément de l'amour et du couple, même si ça peut être ça, parce que si on revient au type 6, le couple peut être une forme de communauté aussi. Mais les amoureux, c'est vraiment la carte de trouver sa place dans le monde, trouver ce qu'on aime, trouver ce qui est beau aussi. C'est vraiment une carte de la beauté, qui peut être associée à l'époque de l'adolescence ou l'époque où on est jeune adulte, où pour la première fois, on va vraiment se libérer du carcan de nos parents et faire nos premières expériences, tomber amoureux, amoureuse pour la première fois, conduire pour la première fois, etc. Et exercer une certaine liberté. Donc ça, c'est une carte qui, je pense, pourrait être très inspirante pour beaucoup de type 6, qui est justement de se demander mais quelle est ma place à moi dans ce monde par rapport à la communauté dont je peux peut-être me détacher un petit peu, ou à quel point je m'y reconnais vraiment dans cette communauté, etc. Ça peut être des bonnes questions à se poser pour les types 6. En passant, j'ai dit que moi-même j'étais probablement type 5 avec un côté 4, mais mon deuxième profil principal, si on veut, mon aile principale, comme on dit, ce serait les 6 aussi. J'ai oublié de mentionner que les 6 étaient des grands anxieux. Beaucoup, beaucoup d'anxiété chez les 6, parce que justement, ils sont complètement dans leur tête. On est dans le centre intellectuel, dans le centre mental, on se rappelle. Et ils vont être à la fois tournés vers l'extérieur et tournés vers l'intérieur. Donc autant le 5 était tourné vers l'extérieur, donc ça veut dire qu'il va chercher à accumuler le plus d'informations possible sur le monde extérieur. Le 6 va être entre les deux, tout le temps en conflit en fait entre ses propres désirs auxquels il a du mal à accéder et les désirs de son environnement autour de lui. Donc voilà pour les 6. Maintenant le type 7. Ça m'a paru assez évident aussi. La première carte qui me passait par la tête, c'était le soleil, parce que les types 7, leur motivation principale, c'est de s'amuser, d'être bien, d'être joyeux, de rigoler. Donc on voit assez bien comment le soleil, évidemment, peut correspondre à ça. Les types 7, c'est des gens souvent qui amènent beaucoup de joie partout où ils vont, qui font rire tout le monde, qui, en gros, s'il y a une fête et qu'il y a un type 7 qui arrive, la fête commence. Ça, on va s'amuser, on va passer un bon moment. Évidemment, pour les côtés un peu plus difficiles de cette personnalité, on va avoir le diable qui est ici. Pourquoi le diable ? Parce que la carte du diable, on voit deux personnes qui sont enchaînées avec le diable Est-ce qu'ils sont en train de prêter allégeance au diable ? Est-ce que c'est le diable qui les a enchaînés ? Ou est-ce que c'est eux-mêmes qui se sont enchaînés ? On ne sait pas trop. On peut vraiment l'interpréter de plusieurs façons. Mais souvent, cette carte va renvoyer aux addictions, aux choses qui nous enchaînent dans quelque chose de très vénal, de très dans le monde matériel, dans ce qu'il a de plus bête et méchant en fait. C'est pas une carte très spirituelle, très axée vers les idéaux, les belles valeurs, non, ça va être la carte de l'alcoolisme, de l'addiction, de l'addiction au sexe, voilà, toutes ces choses-là qui vont rentrer dans ce genre de catégorie. Et ça, c'est le risque du 7, parce que le 7, il veut tellement éviter tout ce qui est désagréable, il veut tellement tout le temps aller vers ce qui est chouette, vers ce qui est agréable, qu'il peut tomber du coup dans l'addiction pour se protéger du moindre inconfort, de la moindre souffrance. Donc voilà pourquoi le diable marcherait bien avec ce type-là. Et finalement, j'ai choisi aussi l'étoile pour le type 7, parce que ça va un peu avec le soleil. C'est des cartes qui ont des points communs, le soleil et l'étoile, parce que c'est deux cartes qui apportent de la lumière. Le soleil d'une façon plus franche, plus victorieuse, et l'étoile de manière un peu plus subtile. Et souvent l'étoile, on dit que c'est la carte de l'espoir. Donc c'est un peu la petite étoile qui va briller dans la nuit, même quand ça va pas très bien. Et les types 7, ça va être quelque chose qui peuvent faire, je pense, c'est donner de l'inspiration aux autres, donner de l'espoir, montrer que ça va aller. Et on voit aussi un personnage de femme qui est en train de verser de l'eau à la fois dans la terre et à la fois dans un espèce de petit lac ou de petite flaque. Et ça montre aussi la générosité des 7, qui sont pas forcément généreux au point de se perdre de vue comme l'impératrice, comme les types 2, mais généreux parce que c'est dans leur nature en fait, ils sont là pour répandre la joie, répandre la bonne humeur.
Donc ils donnent naturellement. Du moment que ça ne les prive de rien. Parce que c'est ça, les 7 malheureusement peuvent être des gens un peu égoïstes aussi et ne penser qu'à leur propre plaisir. Donc des gens pas forcément fiables qui vont, par exemple, si vous les invitez à manger un vendredi soir, ben, c'est possible qu'ils viennent pas parce que finalement il y a autre chose de plus amusant qui s'est présenté pour eux, donc voilà. On approche de la fin avec le type 8. Pourquoi l'empereur? Ben parce que le type 8 c'est un chef, un leader dans le meilleur des cas, un bon chef donc, quelqu'un qui va inspirer les troupes, qui va donner une structure, qui va faire avancer les choses aussi. J'aurais pu choisir le chariot que j'avais pris pour le type 3. Voilà, le chariot, ça pourrait être aussi un type 8, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va aller de l'avant, qui va avancer, qui ne va pas tolérer le moindre retard ou le moindre... Parfois, malheureusement, ça peut être aussi quelqu'un de contrôlant, ça peut être un tyran, plutôt qu'un bon empereur ou un bon roi. Ça va être un despote, un dictateur, quelqu'un qui va vraiment imposer ses règles à tout le monde sans se soucier aucunement du bien-être des gens qui l'entourent. Et les types 8 n'ont pas forcément beaucoup d'empathie. Donc ça peut être des gens qui sont très inspirants dans une société, qui sont très... qui font avancer les choses, qui montrent la voie, mais ça peut être aussi des gens qui font beaucoup de mal du coup et qui tombent dans la violence, dans le pire des cas. Et c'est pour ça que j'ai choisi la tour aussi, pour symboliser ce type-là. La tour, en fait, c'est une carte qui représente les catastrophes, les drames qui peuvent arriver, mais pas seulement. Ça peut être positif aussi, la tour. Ça peut être un changement brusque et soudain, mais qui nous amène vers quelque chose de mieux. Ça peut être une structure qui avait besoin d'être détruite pour qu'on puisse construire quelque chose d'autre par-dessus. Donc c'est pas forcément une mauvaise carte, la tour. C'est une des cartes du tarot qui fait un peu peur aux gens quand elle sort dans un tirage, mais vraiment, il n'y a pas de raison de se laisser intimider outre mesure, parce que ça peut être quelque chose de positif, la tour. Par contre, dans le contexte du type 8, je l'ai choisi vraiment pour la violence que peut représenter cette carte-là. Et voilà, les types 8 quand ils vont mal, quand ils sont vraiment pas évolués, on va dire, ils peuvent donner lieu à une grande violence, à des explosions de colère, parce qu'ils ne supportent pas de sentir qu'ils sont contrôlés ou qu'on essaye de leur dire quoi faire. C'est vraiment eux qui doivent décider tout le temps. Donc voilà, pour les mauvais côtés du 8. Et finalement, dernier type, le type 9, qui va être le médiateur. Souvent on l'appelle le médiateur. Et la carte qui la représente le mieux, je dirais que c'est probablement la carte de la tempérance qui est ici. Parce que la tempérance, on le voit, c'est un peu... c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est être entre les deux, c'est comprendre les deux parties, voir les deux facettes de la médaille, etc. Et le type 9, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à prendre parti dans un conflit parce qu'il voit vraiment les points de vue de toutes les personnes qui sont impliquées. Ce qui va faire de lui ou d'elle un excellent médiateur, justement, qui va être capable d'apprendre aux deux parties impliquées dans un conflit à se mettre les uns à la place des autres, parce que lui arrive à se mettre à la place de tout le monde. Donc c'est vraiment une énergie pacificatrice, extrêmement positive, qui peut avoir le défaut, par contre, de tomber dans l'inertie. Parce que les types 9, et là je passe à la carte du pendu, vont avoir une tendance... Ouh, elle est à l'envers. Les types 9 vont avoir une tendance à balancer d'un côté ou de l'autre sans réussir à se décider. Un peu comme les 6 d'ailleurs, ils ont beaucoup de mal à se décider. Et la carte du pendu, c'est ça. C'est vraiment d'être pendu comme lui à cette branche, et puis de ne pas bouger. Et ça peut être une bonne chose par contre. Hein. Dans la vie, il y a des périodes où c'est mieux de rien faire justement, et d'attendre que ça passe en acceptant que c'est peut-être pas le moment de prendre une décision, ou c'est peut-être pas le moment de se précipiter. Mais dans le cas des 9, parfois, ça peut être problématique pour eux quand même, parce que ils ont tendance à, quand ça va moins bien, à ne pas se prononcer sur quoi que ce soit, à ne pas s'engager, à ne pas... ce qui peut être assez frustrant pour l'entourage, évidemment. Et troisième carte qui pourrait fonctionner pour le type 9, c'est le pape. Le pape, parce que le pape aurait pu marcher pour le type 5 aussi, parce que le pape, c'est beaucoup être capable de transmettre sa connaissance aux autres, mais aussi de faire le pont entre le monde spirituel et le monde matériel. C'est ça le rôle d'un pape. Hein. Si on est religieux, on croit que le pape
transmet finalement les messages de Dieu ou est comme l'ambassadeur de Dieu sur cette terre. Et donc c'est ça le rôle du pape, c'est vraiment de transmettre, de faire le pont, et c'est un excellent communicateur, un excellent traducteur aussi. C'est comme s'il traduisait les messages spirituels pour les gens du monde matériel. Et donc c'est pour cette raison qu'il marche assez bien avec le type 9, parce que le type 9, c'est ça qu'il va faire, il va favoriser le dialogue, il va aider les gens à communiquer les uns avec les autres. Voilà pour le type 9.